Dans ce journal, une partie de chasse dans la réserve de Nazenga. Le tourisme synégétique fait le bonheur de nombreux amateurs et passionnés de chasse sportive et la forêt de Nazenga offre une richesse faunique à découvrir absolument. Et puis en France, le Conseil constitutionnel publie la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 23 avril et 7 mai 2017. Ils sont 11 prétendants à la succession de François Hollande. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et pour commencer, le ministère en charge de l'environnement veut encourager les entreprises burkinabées à opter pour les modes de production propres. L'étude menée dans le sens de la promotion des énergies renouvelables, dont les résultats sont validés à Ouagadougou, est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans l'économie burkinabé au dire des experts chargés de l'adoption des dits résultats. Zoubavel David Dabiri. L'éco-entrepreneuriat, un concept de développement économique adapté au changement climatique. C'est la quintessence d'une étude commanditée par le ministère en charge de l'économie verte et ses partenaires financiers. Une étude dont la validation réunit ici les acteurs de la société civile, la maison de l'entreprise du Burkina et les spécialistes du domaine. Quand vous êtes une entreprise aujourd'hui et qu'à un moment donné, les consommateurs se rendent compte que votre système de production nuit à l'environnement, donc à leur santé, et votre chiffre d'affaires va drastiquement baisser. Donc ce n'est pas seulement une question de choix volontaire, mais c'est une question d'adaptation à la nouvelle économie. Une vision économique encore à l'état embryonnaire au Burkina Faso. Selon l'étude, seulement 15% des entreprises utilisent aujourd'hui les technologies propres dans les moyens de production. Le défi est donc d'accompagner les acteurs vers les énergies propres. Nous allons aussi tenter de les convaincre parce que au niveau des frigos solaires, donc il y a quand même cet appui et nous avons pu accompagner certaines boucheries pour permettre d'avoir en tout cas des plaques solaires avec des subventions. Pour nous, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble de nos entreprises privées les modes et les informations nécessaires pour leur permettre de pouvoir prendre désormais en compte l'ensemble de toutes ces questions liées à l'environnement, de telle sorte que ces entreprises soient compétitives sur le plan international. Les commanditaires de cette étude prônent également une série de mesures dont la détaxation du matériel solaire et la réduction des charges fiscales des entreprises vertes. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat se félicite de sa participation à la dernière conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La CONAGEC partage à Ouagadougou les expériences de la COP 22 de Marrakech avec la jeunesse burkinabé. Yacouba Gamene Kadi Sanogo. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC était présente à la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 à Marrakech en novembre 2016. 4 mois après ce grand rendez-vous sur le climat, cette jeune association a jugé nécessaire de faire la restitution des conclusions de la COP22 à la jeunesse du Burkina qui l'a mandatée. Il y a des décisions liées à l'atténuation, des décisions liées à l'adaptation, des décisions sur l'implication du genre, des décisions sur l'accès au financement, par exemple, à un certain nombre de fonds, au fonds vert climat, le devenir du fonds d'adaptation. Donc, pour dire que avant le fonds vert climat, il y avait le fonds d'adaptation. Maintenant, il y a le fonds vert climat qui prend en compte les volets adaptation et les volets atténuation. Pour la représentante du ministre en charge de l'environnement, cet atelier revêt une grande importance. C'est vraiment un atelier très important parce que la question des changements climatiques, comme vous savez, elle doit être portée le plus largement possible auprès des populations, auprès de toutes les catégories d'acteurs, afin que tout le monde s'implique vraiment effectivement dans la lutte contre les changements climatiques. 3 communications sont au menu de cet atelier. Il s'agit des décisions de la COP22 et les acquis de la participation du Burkina, de la participation de la société civile burkinabé et des acquis de la participation de la CONAGEC.
Et les effets des changements climatiques, une réalité au Burkina Faso. On en veut pour preuve les ressources en eau qui sont touchées de plein fouet par les perturbations climatiques. Et les premiers à s'inquiéter de la situation sont les producteurs en général et les maraîchers en particulier. On fait le constat de la baisse du niveau des eaux du Nakambé due à l'ensablement même, si la main de l'homme n'est pas loin à ce que l'on en dit. Ibrahima Sombié Draman Dadian. De l'oignon, de la tomate et de l'aubergine. Nous sommes sur la rive gauche du fleuve Nakambé. Safiatou et ses coépoux s'activent pour faire pousser de l'oseille ici, des terres récemment abandonnées par les eaux du Nakambé. C'est la première fois que l'eau du fleuve tarit si tôt. Que faire? Nous sommes donc tentés de poursuivre l'eau où qu'elle se trouve pour faire pousser nos légumes. Les eaux du Nakambé se rétrécissent au fil des années, ce qui inquiète les producteurs des villages riverains, les maraîchers surtout. Vraiment, c'est à cause du fleuve même que nos parents se sont installés ici. Mais depuis la fermeture des Bagrets, vraiment, le fleuve, ça... Il y a l'assemblement, quoi. Et puis l'eau aussi se retire vite cette année. Dû à quoi, vraiment? On ne sait pas si c'est le fleuve qui se bouge, c'est quoi vraiment, on ne sait pas. Ces producteurs le savent bien, il est interdit d'exploiter les berges à moins de 100 mètres du lit du Nakambé, car leur activité accélère l'ensablement du fleuve. Mais selon eux, tous les projets d'aménagement annoncés tardent à se concrétiser. Donc les gens sont obligés de travailler au bord, puisqu'ils ont promis de faire des aménagements. Même Bagré Paul a promis de faire 33 hectares pour que les gens reculent du bord et pour travailler jusqu'à présent. On ne voit rien, on voit des grosses voitures, on écrit, on vient, on creuse des trous, mais vraiment, rien n'est fait jusqu'à présent. En attendant, chacun y va de sa stratégie pour faciliter le drainage de ce liquide précieux au maraîchage, principale source de revenus de ses producteurs. Voilà, on marque un arrêt dans ce journal pour une partie de chasse et c'est dans la réserve de Nazenga que nous allons pour ce moment de tourisme synégétique. La ressource faunique est encore très attrayante dans le ranch et les amateurs de chasse ne boudent pas leur bonheur. Jean Zongo et Vincent Kiendrebego ont arpenté les pistes de cette forêt pour nous. Comme sur un murador et dans ses attributs d'agent forestier, Dieudonné Yamiogo promène le regard sur l'étendue de la réserve forestière de Nazenga à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Pau. Des hautes herbes par-ci, de la verdure par-là. Entre le feuillage, diverses espèces animales se faufilent. Le potentiel faunique du ranch de gibier de Nazenga est énorme. On rencontre de grandes antilopes telles que les kobas, les bubals, les waterbuck. Et on rencontre aussi des grands pachydermes tels que les éléphants. On rencontre des buffles, des moyennes antilopes telles que les corbeaux de buffon, les guibes harnachés, et des petites antilopes telles que les ourébis, les céphalophes. C'est toujours la période des chasses. Et des professionnels comme des amateurs en la matière prennent d'assaut le ranch. Et les espèces chassées dans le ranch des gibiers de Nazenga sont le buffle, qui constitue la grande attraction en matière de chasse. Nous avons les kobas, nous avons aussi les bubals, les waterbuck, qui sont des grandes antilopes. Et les moyennes antilopes, ce sont les guibes harnachés. Et les petites antilopes, ce sont les ourébis, les céphalophes. Et nous avons aussi la petite chasse, ça veut dire les safaris plumes. Certaines espèces sont interdites de chasse. C'est le cas des pachydermes qui font le bonheur d'autres types de visiteurs, les touristes de vision. On vient au ranch pour essayer de voir des animaux qu'on ne voit jamais chez nous. Des coqs de bouffon, des antilopes, des singes, des pintades sauvages. Mais c'est les éléphants qui sont les plus... Qui nous attirent le plus. Et les plus spectaculaires. Surtout quand ils sont dans la réserve d'eau, là où ils peuvent s'amuser, nager, c'est assez intéressant. C'est dans le respect des règles de l'activité que les visiteurs parcourent la forêt de Nazenga. Mais les gestionnaires disent être toujours confrontés à un souci. Le braconnage reste d'actualité, la veille aussi. Les formes de délinquance ici, c'est quoi? C'est les bouviers qui rentrent illégalement et aussi les braconniers qui viennent, qui tuent des espèces. Voilà.
mais on arrive très souvent à les appréhender. Depuis l'ouverture de la chasse, nous avons à notre compteur au moins 5 braconniers appréhendés et puis plus de 12 bouviers arrêtés. La chasse est ouverte depuis décembre 2016 et continue jusqu'au 31 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour le tourisme de vision, les visiteurs peuvent toujours parcourir les pistes sinueuses des forêts toute l'année. Autre point de l'actualité, le programme des Nations Unies pour le développement accompagne les collectivités territoriales dans le Nord et le Sahel dans leurs travaux de haute intensité de main-d'œuvre. 8 communes rurales dans les 2 régions reçoivent du matériel pour mener à bien ces activités. Paul David Bambara, Nathalie Savadogo Nabaloum. Des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, bref, un lot de matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ce matériel est destiné à 8 communes, dont Wayugia, Titao, Goursi et Yako, dans la région du Nord, et Dori, Seba, Gorom Gorom et Djibo, dans le Sahel. Ce don est du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le gouvernement japonais. C'est de faire en sorte que des jeunes aient à la fois accès à des emplois rémunérés et en même temps à reconstruire leur habitat, leur environnement détruit par des catastrophes. Ce don entre dans la mise en œuvre des activités du projet IMO, la haute intensité de main-d'œuvre. Ce geste va nous permettre d'une part de créer des emplois pour que nos jeunes et nos femmes puissent avoir des activités en tout cas rémunératrices. La mise en œuvre de ces activités s'inscrit dans le cadre de l'appui du PNUD au gouvernement du Burkina Faso à travers le projet CREM, création d'emplois pour les jeunes en situation post-conflit. Et selon le directeur du PNUD, la mise en œuvre de la seconde composante du projet est en cours et va permettre l'octroi de subventions allant de 200 000 à 500 000 francs CFA à 500 jeunes garçons et filles des 2 régions. Le Fonds des Nations Unies pour les populations, lui, renforce les capacités des formations sanitaires publiques dans la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales à travers du matériel roulant et médico-technique d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA. Ibrahima Sombié Maïmouna Traoré pour les précisions. Ce don est principalement destiné à améliorer l'offre de services sanitaires pour la mère et l'enfant. Il est composé de 5 ambulances médicalisées, du matériel médico-technique, d'appareils de sonorisation et d'animation et d'un pick-up. L'œuvre est du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Nous apportons juste notre modeste contribution aux énormes efforts que le gouvernement consent depuis plusieurs années pour sauver la vie des femmes et des enfants. Plus particulièrement, une contribution à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social qui a intégré justement l'amélioration de l'environnement de travail comme des projets structurants du PNDES. Ces ambulances permettent, lorsque la femme est prise avec une complication, de commencer déjà à la prendre en charge dans le véhicule. D'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA, ce matériel vient renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires publiques pour des prestations de qualité. Il y a une série de complications maternelles qui tuent. Et la réactivité pour référer la femme vers là où les soins pourront sauver nécessite un tel genre d'équipement, les ambulances, pour déplacer dans les meilleures conditions les patients qui nécessitent des soins plus qualifiés. Cet accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population s'inscrit dans la dynamique du 7e programme de coopération. Et puis un peu de philosophie dans ce journal avec la soutenance d'une thèse de doctorat à l'université professeur Joseph Kizerbo. La particularité de ce moment, c'est une femme qui défend la liberté de Kant en rapport aux enjeux pour la démocratie en Afrique. Minimalo Ali Somda s'inspire de la philosophie politique d'Emmanuel Kant pour proposer des solutions à l'enracinement véritable de la démocratie en Afrique. Kwale Nebie Mounirakiri. La cinquantaine bien sonnée, Minimalo Ali Somda fait face à son jury pour une thèse en philosophie. Le thème,
La liberté de Kant est un enjeu pour la démocratie en Afrique. Une Afrique où la liberté des peuples et celle de la presse sont embrigadées par des pratiques antidémocratiques. La liberté est importante dans la vie humaine. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de luttes, les insurrections populaires, les guerres, les conflits. Tout ça, ça montre qu'il y a un manque de liberté. Et le peuple a besoin de cette liberté. Et c'est pour cela que le peuple aspire tout le jour et à travers les luttes quotidiennes pour que les États puissent instaurer cette liberté afin qu'ils puissent jouir de leurs droits et pouvoir accomplir leurs devoirs comme de vrais citoyens. Alice Somda est la première femme burkinabé à soutenir une thèse en philosophie à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Selon elle, cette thèse est le résultat de plusieurs années de persévérance. À 50 ans, c'est pour dire qu'on peut se battre. On peut toujours donner une orientation à sa vie sociale, sa vie professionnelle. Et donc, je donne un exemple aux jeunes filles, aux femmes, pour qu'elles se battent tous les jours. Et c'est par le combat de tous les jours qu'elles peuvent s'affirmer et se réaliser. Le désormais docteur en philosophie s'en sort avec une mention très honorable. Elle espère que sa thèse va contribuer à repositionner l'Afrique sur les rails d'une véritable démocratie. Et on fait un détour par Tiébélé pour suivre une séance d'initiation à la peinture murale. Des lycéens ont pris d'assaut la cour royale au lieu des fresques murales dans le village pour s'essayer à cet art ancestral. À côté des apprentis peintres, des mains plus expertes rafraîchissent les dessins de ce patrimoine culturel national, candidat pour figurer sur la liste des biens universels tenus par l'UNESCO. On vit donc cette ambiance avec Dilaré Sierien et Omar Zombré. Aseko Jacqueline est en classe de seconde. C'est la toute première fois qu'elle s'essaie à la peinture murale, bien que native de Tiébélé. Cette initiation, elle la doit à un concours de peinture murale dénommé Dora. Comme Jacqueline, plus d'une cinquantaine de filles de 5 lycées sont en compétition pour embellir les murs des maisons de la cour royale de Tiébélé. C'est si joli de peindre les murs traditionnels de notre village. Je trouve ça génial parce que l'année passée, quand on a fait, on a eu à découvrir beaucoup de choses. J'ai fait la peinture murale parce que je ne veux pas laisser ma tradition. À côté de ces lycéennes, il y a des femmes. Certaines sont aguerries et d'autres peaufinent encore leur apprentissage. Et c'est dans une ambiance bon enfant que toutes participent à ce concours. Je suis contente pour apprendre les peintures murales. Nous, on commence avec la terre. Bon, deuxième des choses, on met cailloux blancs là, pour que ça sera un peu joli, quoi. On a des petites sœurs, des enfants qui sont en train d'apprendre à le faire. Donc, c'est vraiment magnifique pour nous. La peinture est une activité exclusivement dévolue à la femme chez les Kasséna. Cette manière de faire, qui a pourtant dépassé les frontières du Burkina, risque fort bien de disparaître à cause du modernisme qui s'installe peu à peu dans le village. Et la sauvegarde de ce patrimoine culturel est tout le combat que mène l'association d'Izandane pour la promotion éducative de Tiébélé. Il faut dire que cette année, le concours Dora se déroule dans un contexte général de restauration de la cour royale de Tiébélé, qui est soutenue par la fondation Kiomo de Monaco. Parce que la fondation aussi veut appuyer pour l'inscription de la cour royale sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Je suis très content. La peinture murale, c'est un plus pour la culture Kasséna. C'est un plus pour la cour royale. Ce concours est le 3e du genre. Les prix vont des numéraires aux fournitures scolaires. Mais bien au-delà de la compétition, c'est l'esprit de pérennisation de cette manière de peindre propre au peuple Kasséna qu'il faut préserver pour les générations futures. Hors de chez nous, en France, on connaît maintenant les candidats à l'élection présidentielle de mai 2017. Marine Le Pen du Front National, puis Emmanuel Macron, qui se dit de gauche et de droite, font office de favoris. Le candidat des Républicains, François Fillon, qui ne démord pas malgré ses affaires politico-judiciaires dont il n'est pas encore sorti, Benoît Hamon du Parti Socialiste, ou encore Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, sont les 5 candidats sur la liste des 11 prétendants à la succession de François Hollande.
Le Conseil constitutionnel a publié samedi la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle en France. Le premier tour aura lieu le 23 avril, le second tour le 7 mai. Et ils seront finalement 11 candidats, un de plus qu'il y a 5 ans. Les 6 noms sur cette image s'ajoutent donc aux 5 gros candidats, comme on les appelle, ceux qui dépassent la barre des 10% dans les intentions de vote. Favorite du premier tour selon les sondages, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Elle prône un patriotisme économique, veut une sortie de l'Union européenne et a fortiori de la zone euro et un contrôle strict de l'immigration et des frontières. Favori pour l'accompagner au second tour, Emmanuel Macron. Il se dit et de gauche et de droite et rassemble dans les deux camps. C'est un libéral tant sur le plan économique que sur les sujets de société. Le candidat Les Républicains François Fillon défend un programme de rigueur au cœur duquel figure une baisse des dépenses publiques avec en particulier la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et l'abrogation des 35 heures. Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon a fait alliance avec les écologistes dans un projet mettant en valeur l'écologie et l'éducation. Son programme est proche de celui de Jean-Luc Mélenchon qui prétend représenter une France dite insoumise et veut une refonte des institutions afin de mettre en place une 6e République. Près de 47 millions d'électeurs seront donc appelés les 23 avril et 7 mai à désigner l'homme ou la femme qui succédera à François Hollande. En Allemagne, la préfecture de Francfort autorise une manifestation des Kurdes à l'occasion du Nouvel An sur le territoire allemand. Ce sont des milliers de Kurdes donc allemands qui descendent dans les rues pour demander la liberté et la démocratie en Turquie. Ils étaient plus de 30 000 Kurdes allemands à manifester dans les rues de Francfort pour réclamer la démocratie en Turquie et la liberté pour le Kurdistan. Autorisé par la préfecture, ce rassemblement était organisé à l'occasion du Nouvel An kurde. Mais des drapeaux du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et des portraits du leader historique Abdullah Öcalan, normalement interdits, ont été aperçus. Tout d'abord, nous demandons la liberté pour Öcalan et le peuple kurde opprimé. Et bien sûr, nous voulons nous opposer à Erdogan et son référendum prévu en avril. La police ne serait pas intervenue pendant la manifestation pour ne pas provoquer d'incident, mais assure avoir pris des photos qui pourront servir par la suite à d'éventuelles poursuites. La Turquie a jugé cette manifestation inacceptable et accuse l'Allemagne d'hypocrisie pour avoir autorisé ce rassemblement alors qu'elle avait refusé que des rassemblements pro-gouvernementaux soient organisés dans le pays. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée dominicale à tous et à toutes.